réveil. Merci d'être avec nous sur i24 News. Voici les titres à la une de l'actualité ce matin. 1 milliard d'euros, c'est la somme que l'Union européenne va reverser aux pays voisins de la Syrie pour venir en aide aux réfugiés. Dans le même temps, l'Union va renforcer ses frontières extérieures. Les 28 étaient réunis en sommet extraordinaire hier soir et misent donc sur une solution à cette crise à la source au Moyen-Orient, tout en réduisant le flux de réfugiés à ses portes. Et dans ce contexte, coup de projecteur sur l'homme politique le plus courtisé du moment. Balai diplomatique autour de Vladimir Poutine. En moins d'une semaine, visite au Kremlin de Benyamin Netanyahou, Recep Tayyip Erdogan et Mahmoud Abbas. Moscou, nouveau centre de gravité diplomatique. C'est le dossier de cette édition. Il a 21 ans et pourrait être décapité et crucifié dans les heures qui viennent. Ali est saoudien. Son crime, avoir participé à une manifestation lors du printemps arabe dans son pays. L'affaire crée un tollé diplomatique. En Israël et dans les territoires palestiniens, les fêtes de Kippour et de l'Eid el-Kébir se sont déroulées dans un calme relatif. Hier, Benyamin Netanyahou doit faire adopter ce jeudi le durcissement des mesures contre les lanceurs de pierres. Enfin, le top modèle israélien Bar Rafaeli se fera passer la bague au doigt ce soir. Un mariage qui a beaucoup préoccupé les Israéliens ces dernières semaines et crée le scandale autour de la fermeture de l'espace aérien du lieu de réception. Bienvenue à tous. 12 heures à peine après la signature au forceps d'un accord européen sur la répartition des migrants par les ministres de l'Intérieur, les 28 chefs d'État de l'Union étaient réunis en sommet extraordinaire hier soir. Plusieurs mesures adoptées, parmi elles 1 milliard d'euros attribués aux agences de l'ONU pour la prise en charge des migrants dans les pays voisins de la Syrie. Une mesure mise en parallèle avec le contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Myriam Aman. Après plus de 10 heures de discussion, les 28 membres de l'Union européenne se sont finalement accordés sur un plan d'aide aux migrants. Nous nous sommes accordés pour venir en aide au Liban, à la Jordanie, à la Turquie et à d'autres pays dans la région. Un montant d'1 milliard d'euros supplémentaire sera débloqué pour aider les réfugiés dans la région via le Haut Commissariat aux réfugiés et le Programme alimentaire mondial. L'idée est donc d'augmenter le financement des agences des Nations Unies qui viennent en aide aux Syriens réfugiés au Proche-Orient, notamment en Jordanie ou encore au Liban. La France participera à hauteur de 100 millions d'euros, mais Paris demande également la mobilisation d'autres puissances hors Union européenne. Si l'Europe est un ensemble fondé sur des valeurs et sur des principes, il y a d'autres pays, États-Unis, Canada, qui doivent également prendre leur part. Et c'est pourquoi j'ai demandé, il y a déjà plusieurs jours, une conférence internationale sur les réfugiés. L'Union européenne a également décidé l'ouverture de hotspots, des centres d'enregistrement des migrants, en Italie et en Grèce, les premiers pays concernés par l'arrivée massive des réfugiés. Le nouveau plan pour endiguer la crise a été salué par Rome. Pour la première fois, les institutions européennes ont une approche importante et innovante de la question. Le problème concerne tout le monde et non quelques États isolés. Mardi, les ministres européens de l'Intérieur se sont eux accordés sur la relocalisation de 120 000 migrants. Une relocalisation votée par une majorité qualifiée et non à l'unanimité. La Hongrie, la Slovénie et la Roumanie s'y sont en effet opposés. Mais on tente de mieux comprendre ce matin les mesures adoptées hier par les 28. Tout d'abord, le renforcement des frontières extérieures de l'Europe, ça veut dire quoi? Exactement. Alors on va préciser, on va résumer. Voici la façon dont l'Europe a décidé de répondre à cet afflux de réfugiés. Regardez, d'abord le renforcement des frontières extérieures de l'Europe. Deuxièmement, une aide accrue aux pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. Il y en a 4 millions dans ces 3 pays, la Turquie, le Liban et la Jordanie. Alors le premier point, le renforcement des frontières. Alors comment renforce-t-on les frontières? Eh bien en insistant sur le contrôle. Et pour ce faire, la Commission préconise l'envoi d'équipes d'intervention rapide. Alors vous avez des gardes-côtes, des gardes-frontières, des policiers, des juristes, des interprètes, et ce, dès la fin de l'année. Et puis, autre mesure aussi permettant ce renforcement, eh bien ces fameux hotspots dont on a entendu parler déjà, des centres d'enregistrement, de tri, de prise d'empreintes et donc de tri surtout qui se trouveraient
pourrait en Italie et en Grèce, donc les deux principales portes d'entrée du sud de l'Europe. Une façon de les aider, ces deux pays, pour ne pas dire forcés à remplir donc leurs obligations de contrôle. Autre mesure phare dans la décision prise hier par les 28, elle concerne cette fois les pays de passage des migrants. Exactement. Alors en ligne de mire, vous avez notamment la Turquie, il y a aussi les pays des Balkans, accessoirement candidats à l'adhésion à l'Union européenne, et puis les pays du Proche-Orient. Et la Commission européenne tient tellement à ce que ces pays tentent de se débrouiller avec leurs réfugiés qu'elle a fait preuve d'une extrême générosité. Elle a carrément doublé les financements du budget commun, porté en gros de 5 à 10 milliards d'euros. Total, cette année, 100 millions d'euros pour l'aide d'urgence aux États membres confrontés donc à cette crise migratoire, avec, il faut le souligner, un bonus d'un modique milliard d'euros pour la Turquie, principal pays d'accueil, avec 2,2 millions de réfugiés syriens. Une façon de s'assurer que ces migrants, en fait, soient pris en charge comme il le faut sur place et n'aient pas très envie de continuer leur route plus vers le nord. Merci beaucoup, Betsabé. Et en pleine crise des migrants, les dirigeants européens ont appelé parallèlement à trouver une sortie de crise à la guerre en Syrie. Et dans cette crise, un homme est désormais incontournable. Il s'agit de Vladimir Poutine, qui se place comme l'allié des pays arabes. Regardez cette image qui tombe à pic pour le président russe, entouré de ses homologues turcs et palestiniens. Il a inauguré hier la grande mosquée de Moscou, avec des minarets de 78 mètres de hauteur et une coupole de 17 mètres de diamètre. Elle serait l'une des plus grandes mosquées d'Europe. Vladimir Poutine a d'ailleurs rappelé les racines anciennes de l'islam en Russie. La Russie est toujours au cœur des discussions diplomatiques, pour cause son implication militaire en Syrie au soutien au régime de Bachar al-Assad. Nous avons soutenu le gouvernement syrien. Je tiens à dire que, comme ils confondent une agression terroriste, nous avons fourni et nous fournirons tout le soutien technique et militaire nécessaire. Et nous appelons les autres pays à se joindre à nous. Et c'est un véritable défilé politique que le Kremlin a reçu cette semaine. Le Premier ministre israélien, tout d'abord, Benjamin Netanyahou, s'est rendu à Moscou pour faire part de ses inquiétudes face à cette implication militaire, notamment les menaces pesant sur Israël. Escale également à Moscou ce mercredi pour le président palestinien Mahmoud Abbas, ainsi que pour Erdogan, le président turc. Moscou est donc au centre du jeu diplomatique mondial, mais cela ne plaît pas à tout le monde et en tête, ce sont les États-Unis qui contestent sans relâche cette implication militaire. Le président américain Barack Obama considère cette tactique comme vouée à l'échec. Il accuse en effet le dirigeant syrien d'être destructeur pour son propre peuple. La Russie se pose donc désormais en partenaire incontournable pour combattre l'État islamique, avec notamment sa proposition de créer une coalition internationale, incluant l'armée syrienne elle-même. Vladimir Poutine souhaite bien se placer au rang de puissance mondiale avec ce pari diplomatique. Encore faut-il qu'il soit accepté par le président syrien lui-même et par les pays occidentaux. Ce vendredi, les dirigeants des pays se rencontreront à New York, au siège de l'ONU, pour parler, entre autres, de cette implication militaire en Syrie. Dror Revensapir, on vient de le voir, la Russie est devenue incontournable dans le dossier syrien. Est-ce que c'est la conséquence directe de son implication militaire sur le terrain en Syrie? Alors oui, mais pas seulement. Implication militaire, certainement. D'ailleurs, elle est sans doute plus importante que ce que l'on pensait auparavant. Mais il n'y a pas que ça. Et aussi sur le plan diplomatique, la Russie prend langue avec des puissances sunnites qui sont opposées au djihadisme, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite. Donc on a l'impression que de plus en plus, elle devient le meneur de la lutte contre l'islam radical, contre le djihadisme, pour des raisons qui sont liées à ses intérêts. Elle veut garder son accès à la Méditerranée et puis aussi elle s'inquiète des progressions du djihadisme sur ses propres marges, sur ses propres frontières asiatiques. Et puis la théorie des Russes selon laquelle, pour contrer les djihadistes, il faut stabiliser le régime de Bachar el-Assad, cette théorie, elle commence à devenir de plus en plus acceptable, même en Occident. Récemment, Angela Merkel a dit qu'il fallait dialoguer avec Bachar el-Assad, c'est assez nouveau. Est-ce qu'on a, on a le sentiment en tout cas que la Russie profite également dans cette crise du désengagement des États-Unis, peu à peu? Incontestablement. Et puis aussi la crise des migrants qui joue bien évidemment en faveur de l'implication en Russie de cette thèse de la stabilisation du régime de Bachar el-Assad pour contrer l'afflux des migrants en Europe. Le retrait des Américains, il est lié à leur valse hésitation, ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils veulent lutter contre les djihadistes, mais également ils les appellent au départ le plus rapidement possible de Bachar el-Assad. Il y a d'ailleurs un petit changement. Aujourd'hui, les dirigeants américains disent qu'il faut que Assad
quitte le pouvoir dans l'avenir. Auparavant, il disait qu'il fallait que le dictateur syrien quitte le pouvoir immédiatement. Et les Américains, encore une fois, ne savent pas sur quel pied danser. Ils ont tenté de miser sur le cheval des rebelles modérés. Et là, c'est un échec, Barbara, un échec cinglant. Ils ont investi un demi-milliard de dollars dans la formation des rebelles syriens modérés. Et d'après les aveux d'un général américain, il y a, tenez-vous bien, seulement 4 ou 5 rebelles formés par les Américains qui combattent actuellement contre le régime de Bachar al-Assad. C'est un échec tout à fait total, cinglant. Et les Russes en profitent. Alors les Russes en profitent. Est-ce que ce déplacement du centre de gravité vers Moscou aura des conséquences géopolitiques internationales ? Déjà régional, c'est incontestable, avec le renforcement de l'axe Syrie, régime de Bachar al-Assad, Iran, Hezbollah. C'est de cela dont on s'inquiète le plus en Israël. C'est l'une des raisons pour lesquelles Benyamin Netanyahou s'est rendu à Moscou récemment. L'Iran est également renforcé, bien évidemment, par la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, de l'accord de Vienne. Donc tout cela conforte en fait l'Iran dans ses visées régionales. Merci Dror. Autre titre ce matin, cette démission. Le patron de Volkswagen cède sa place. Il n'a pas survécu plus de 3 jours à l'explosion en chaîne provoquée par l'annonce du trucage de grande ampleur de tests anti-pollution aux États-Unis. Martin Winterkorn a précisé qu'il n'était pas au courant de cette manipulation. Myriam Aman. On s'y attendait, le PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, a annoncé sa démission mercredi. Dans le cadre d'un nouveau départ, nous avons appris que Martin Winterkorn démissionnait de son poste de président du groupe. Le conseil d'entreprise a pris cette décision avec beaucoup de respect pour M. Winterkorn. Le constructeur allemand a reconnu avoir triché sur des tests anti-pollution de voitures diesel. Selon l'aveu même de Volkswagen, pas moins de 11 millions de véhicules sont concernés dans le monde. Une crise sans précédent dans le secteur de l'automobile. Et le scandale ne cesse de s'étendre. Plusieurs pays, notamment en Europe, ont lancé des tests approfondis et des enquêtes à l'image de la France. Il faut absolument que les intérêts de ces victimes soient défendus. Les victimes, ce sont les salariés qui sont fragilisés, ce sont les consommateurs qui ont été trompés et c'est aussi l'État qui verse des primes pour l'achat de véhicules propres et donc il y a aussi un vol de fonds publics par rapport à cette fraude. En Allemagne, les autorités tentent de limiter les dégâts. Le ministre allemand de l'Environnement et de l'Économie a estimé que cet incident ne devait pas discréditer le secteur automobile allemand. Malgré ces développements récents, nous devons faire attention à ne pas discréditer un secteur industriel tout entier ou l'entreprise impliquée concernant ses capacités à innover. Il ne faut pas mettre en doute son importance pour notre pays. Le départ du PDG de Volkswagen et les appels des autorités allemandes ne suffisent pas à calmer la colère des Américains, principales victimes de la supercherie. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes et Volkswagen s'expose à des dédommagements qui dépasseraient les 18 milliards de dollars. Le constructeur allemand est également sanctionné en bourse où ses actions ont connu une chute sans précédent. Il devra également indemniser son désormais ex-PDG, des indemnités qui pourraient s'élever à 32 millions de dollars. En France, un ministre dans l'œil du cyclone. Emmanuel Macron continue de déranger et de plaire. En même temps, après plusieurs sorties fracassantes, notamment sur le statut des fonctionnaires, eh bien, il est au cœur de toutes les attentions. Rudy, preuve en est ce nouveau sondage publié hier. Un sondage sans équivoque, 70% des Français approuvent les propos du ministre Macron tenu vendredi devant un think tank de gauche qui s'appelle En temps réel. Alors il s'attaquait alors à un véritable totem de la gauche, le statut des fonctionnaires, en estimant qu'il faudrait réformer ce statut pour un certain nombre de missions qui ne le justifient pas. C'est un véritable pavé dans la mare qui lui a valu un recadrage présidentiel et surtout une levée de bouclier à gauche, une attaque très violente, surtout de Martine Aubry, la maire de Lille et surtout initiatrice des 35 heures. Pour elle, Macron, ras-le-bol. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol. Voilà, c'est le ministre de l'économie. Il faut qu'il mette tout son énergie, qui est grande, et sans doute ses talents, à accélérer la croissance et l'emploi. Et moi, je dois dire, je supporte de moins en moins à la fois l'arrogance, et notamment sur les fonctionnaires, pour un ancien fonctionnaire, certes devenu banquier d'affaires, mais quand même un ancien fonctionnaire, qui sait sans doute qu'en période de crise, on n'a jamais eu autant besoin des fonctionnaires. Et puis en même temps, une ignorance de ce que vivent les gens aujourd'hui. Et il y a un moment où c'est plus supportable. Voilà, je le dis très simplement, dans l'ensemble des déclarations qui sont faites, voilà, qu'il s'occupe de son ministère.
Voilà, et dans cette polémique, une question, Rudy, la recomposition de la gauche. Une polémique Macron-Aubry, c'est justement tout un symbole entre la gardienne du temple socialiste et un jeune ministre qui, lui, dit incarner la gauche réaliste et en prise avec son temps et les réalités de son temps surtout. Et puis surtout, il faut rappeler que la précédente sortie d'Emmanuel Macron concernait les 35 heures qui sont le bébé de Martine Aubry. Alors ce face-à-face, c'est un symptôme d'une gauche qui apparaît comme très divisée entre les frondeurs et le gouvernement et qui, pour l'avenir, doit se choisir une voie. Voilà, surtout que pour les sympathisants de gauche, Emmanuel Macron représente une chance pour le PS. Est-ce qu'il a des ambitions présidentielles, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Emmanuel Macron est très bien rasé. Pourquoi? Tout simplement parce que selon des informations du Parisien, eh bien, il serait bien président pour 2027. L'économiste Alain Minc révèle donc dans le Parisien qui lui a confié qu'il y a des années, un jour, eh bien, il serait tout simplement président. Alors du côté de l'Élysée, on prend cette hypothèse très au sérieux, si toutefois il évite des sorties trop provocatrices qu'on baptise désormais les macronades. Mais un Macron aux ambitions présidentielles, eh bien, se heurterait à une autre personnalité très ambitieuse à gauche, très populaire aussi, un certain Manuel Valls. Et dans le Parisien aussi, on dit qu'à court terme, il pourrait tout simplement s'entretuer, ce qui n'est pas pour déplaire à un certain François Hollande. La guerre d'Emmanuel. Merci beaucoup, Rudy. Autre chose à présent, il a 21 ans et pourrait être décapité et crucifié dans les heures qui viennent. Ali est saoudien, son crime, avoir participé à une manifestation lors du printemps arabe dans son pays. L'affaire crée un tollé diplomatique. Julien, de qui s'agit-il exactement? Vous l'avez dit, il s'agit avant tout d'un jeune homme saoudien qui était lycéen en 2012 lorsqu'il a participé à des manifestations. C'était dans le cadre du printemps arabe de Qatif, c'était dans l'est du royaume saoudien et il avait donc 17 ans à peine. Il a été accusé durant son procès qui a eu lieu en mai 2014 de faire partie d'une organisation terroriste, ni plus ni moins, et de viser des patrouilles de police à l'aide de cocktails Molotov. Il a été également condamné pour avoir participé, mais selon des experts de l'ONU, ces aveux ont été faits après des tortures. C'est évidemment classique en Arabie saoudite. En fait, selon certains, ce qu'on lui reproche, c'est d'être le neveu du Cheikh Nimr Bakr al-Namir, qui est une figure chiite, des droits chiites en Arabie saoudite, qui a été condamné et emprisonné et condamné à mort justement pour ses activités. Et on voit ici finalement, si vous voulez, l'ambivalence entre les chiites et les sunnites en Arabie saoudite, notamment l'Arabie saoudite qui chercherait par cette condamnation à faire passer un message à l'Iran ennemi chiite de l'Arabie saoudite. L'exposition du corps d'un condamné et la crucifixion est une condamnation à mort qui est évidemment terrible et qui n'est réservée habituellement qu'aux grands criminels. Et en faisant ça, l'Arabie saoudite voudrait faire passer un message à la minorité chiite et à Téhéran en disant en fait nous sommes là et vous avez intérêt à vous tenir à carreau, et apparemment faire passer un message également à l'État islamique que l'Arabie saoudite maintient ses standards contre les hérétiques. Voilà, on comprend donc bien pourquoi cette affaire et l'annonce de sa mise à mort a créé un tollé diplomatique international. Oui, parce que d'abord il suffit de regarder le timing. Cette semaine, lundi pour être précis, l'Arabie saoudite a pris la présidence du panel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc ça intervient vraiment à un moment très étrange. Ce panel et cette présidence en fait a pour mission principale de nommer les hauts fonctionnaires internationaux qui doivent ensuite édicter les standards internationaux en matière des droits de l'homme. Donc ça intervient la même semaine, ça fait évidemment grincer des dents. François Hollande, le président français, a mis beaucoup de temps à réagir. Il a fini par le faire. Voilà, c'était il y a quelques heures, l'information est tombée. Et il s'est contenté de dire en fait que la France est contre la peine de mort partout dans le monde. Il faut dire que la France et l'Arabie saoudite ont des liens économiques très étroits. Et donc c'est pour ça que François Hollande était dans une position délicate. Voilà, on voit cette information du Monde qui date du mois de juin. La France et l'Arabie saoudite signaient leur premier contrat pour une valeur de 500 millions d'euros. L'Arabie saoudite qui a acheté à la France 23 hélicoptères. Donc forcément, la France est dans une position un peu délicate. Il y a eu d'autres réactions. Amnesty International qui a condamné la barbarie de l'Arabie saoudite. Voilà, Bruno Le Maire qui a appelé Laurent Fabius à revoir les positions et les liens de la France avec l'Arabie saoudite. Voilà, un peu ces réactions internationales. Il faut noter tout de même qu'il y a eu un hashtag FreeNamir, mais ces réactions, on doit le noter, à ma grande surprise d'ailleurs, ont mis beaucoup de temps à arriver et les réseaux sociaux ne se sont pas franchement enflammés. Il faut tout de même rappeler pour finir, Julien, que l'Arabie saoudite est connue pour ses pratiques barbares. Alors j'ai noté quelques exemples récents. Par exemple, en novembre dernier, le blogueur Raif Badawi a été condamné à 10 ans de prison, une amende de 228 000 € et à plus de
1000 coups de fouet pour insulte à l'islam. Amnesty International a révélé que depuis 1985, 2208 personnes avaient été condamnées à mort, 80 depuis le début de l'année, entre janvier et mai 2015. Et on doit noter également le traitement des travailleurs étrangers en Arabie Saoudite qui sont maltraités, dont on confisque les passeports. Donc voilà, l'Arabie Saoudite, présidente du panel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui traite de cette manière les étrangers. Merci Julien. L'image est historique, une poignée de main qui pourrait mettre fin au plus vieux conflit d'Amérique latine. La guerre entre la Colombie et les FARC devrait officiellement prendre fin dans les 6 prochains mois. Le président colombien et le commandant-chef de la guérilla marxiste se sont mis d'accord pour parvenir à un accord de paix définitif. Je vous propose d'écouter à ce sujet José Manuel Santos, le président colombien. Aujourd'hui, je suis venu à La Havane pour annoncer à mes compatriotes, les Colombiens, au monde entier, mais surtout aux victimes, que nous sommes parvenus à un accord sur la base d'un plan judiciaire. Ce qui permet de dire avec conviction que la justice sera rendue pour les victimes en respectant leurs droits. Nous avons convenu, comme vous venez de l'entendre, de créer un tribunal spécial pour la paix qui garantira que les crimes commis pendant le conflit, en particulier les plus sérieux et importants, ne seront pas impunis. Aux États-Unis, le pape poursuit sa visite au pas de charge. Discours très attendu ce jeudi devant le Congrès américain. Hier, il était reçu en grande pompe à la Maison-Blanche par Barack Obama. Les deux hommes ont affiché leur complicité. Même orientation politique, même dossier de prédilection. Chloé Demoulin. Après 4 jours à Cuba, le pape François atterrit mardi aux États-Unis. Une visite chargée d'émotions. À 78 ans, c'était la première fois qu'il foulait le sol américain. Je vous remercie de m'avoir accueilli aux États-Unis. Comme fils d'une famille d'immigrés, je suis heureux d'être un hôte en ce pays qui a été en grande partie bâti par de semblables familles. Conférence de presse commune et entretien dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Barack Obama et le Saint-Père ont affiché leur complicité mais aussi leur unité face aux défis actuels, les crises migratoires et le changement climatique. Le président américain a également salué le rôle du pape dans la réconciliation avec Cuba. Le lendemain, le pape François s'est exprimé devant les évêques américains. Il leur a demandé que les crimes pédophiles qui ont ébranlé l'Église américaine ne se répètent jamais. Le Saint-Père a également profité de cette visite pour canoniser l'évangélisateur de la Californie, Junipero Serra, un personnage très controversé chez les Indiens qui lui reproche d'avoir contribué au dépérissement de leur culture. Cela n'a pas empêché des milliers d'Américains de faire le déplacement pour lui offrir un bain de foule. Après un discours très attendu ce jeudi au Congrès, le pape fera ensuite étape à New York, puis enfin à Philadelphie. En Israël et dans les territoires palestiniens, les fêtes de Kippour et de l'Aïd el-Kébir se sont déroulées dans un calme relatif hier. Pas d'incident majeur, mais des obsèques sous haute tension dans le secteur de Hébron. Il s'agit d'une terroriste palestinienne qui avait tenté de poignarder des soldats israéliens mardi matin. David Klezewski. À Hébron, au milieu de Palestiniens qui tentent de gérer leur commerce comme ils peuvent, quelques dizaines de lanceurs de pierres face au gaz lacrymogène des soldats israéliens. Les affrontements se sont concentrés sur cette petite place de la ville 2 fois sainte pour les juifs et pour les musulmans. Tension suite aux funérailles d'une Palestinienne qui, selon l'armée, avait tenté de poignarder un soldat. Assassinat de sang-froid pour certains Palestiniens, mais les images montrent une femme en burqa qui s'approche des militaires. Craignant une ceinture d'explosifs, les soldats la mettent en joue avant de la tuer lorsqu'elle sort un couteau. J'ai vu 2 soldats pointant leurs armes vers une femme tout en noir, fixant les soldats. L'un d'entre eux est venu près d'elle et l'a empêché d'avancer et a tiré des balles vers le sol. 4, puis 6 soldats sont arrivés. Ils les ont tirés dans la jambe droite et d'autres balles quelques secondes plus tard. Croisement des calendriers, le jour sacré de Kippour a coïncidé avec celui de l'Aïd. Mais la situation a été calme dans le reste de la région et à Jérusalem après le déploiement massif de renforts policiers. Les autorités craignent une flambée de violence après les 4 jours d'affrontements la semaine dernière entre extrémistes musulmans et militaires sur l'esplanade des mosquées, mont du Temple pour les Juifs, premier lieu saint du judaïsme et 3e de l'islam. Les autorités israéliennes ont dénoncé la rhétorique jugée islamiste de Mahmoud Abbas, selon qui les pieds sales des Juifs visitant l'esplanade profanaient les lieux. Déclaration qualifiée d'incendiaire par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, qui vont accroître les tensions à Jérusalem, selon lui.
Et dans ce contexte tendu, on vient de le voir, le Premier ministre Benyamin Netanyahou réunit aujourd'hui son cabinet de sécurité pour faire adopter une série de mesures contre les lanceurs de pierres et de cocktails Molotov. Maurice, à quoi faut-il s'attendre ? Mais le cabinet de sécurité doit examiner un plan en 3 points contre les lanceurs de pierres et de cocktails Molotov. Premier point, modification des consignes de tir dans le sens, bien entendu, d'un allègement. Deuxième point, définition d'une peine minimale. Et troisième point, application de lourdes peines, de lourdes amendes pour les familles de mineurs. Netanyahou est déterminé à faire passer ces 3 mesures en cabinet de sécurité et les faire adopter ensuite en procédure accélérée par le Parlement. Mais le chef du gouvernement devra compter sur l'opposition du conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, ne voit pas d'un bon œil l'utilisation de décrets d'urgence pour imposer une peine minimale et durcir les consignes de tir. S'il n'a pas d'autre choix, le conseiller juridique du gouvernement souhaite que les décrets ne soient applicables que sur 1 an pour vérifier si ces mesures sont effectivement dissuasives. Alors depuis le début de ces tensions, Maurice, on parle beaucoup de peine minimale contre les lanceurs de pierres et de cocktails Molotov. C'est quoi une peine minimale ? Alors selon un amendement au code pénal adopté il y a 2 mois, l'infraction de jet de pierre contre des véhicules comporte 2 niveaux de peine maximale. Premier niveau, 10 ans de prison pour dégâts matériels. Deuxième niveau, 20 ans de prison lorsqu'il y a volonté de tuer. Alors selon un projet de la ministre de la Justice, qui doit justement être présenté également aujourd'hui, la peine minimale sera fixée au 5e de la peine maximale. C'est-à-dire ainsi au premier niveau, la peine minimale sera de 2 ans et au second niveau de 4 ans. Alors en ce qui concerne la suppression des allocations familiales dont on parle beaucoup, elle interviendra lorsque les familles n'auront pas payé les amendes fixées. Selon des données du ministère de la Justice, à Jérusalem, 50% des actes d'accusation pour jet de pierre concernent en effet des mineurs. La suppression des allocations familiales sera effective pendant toute la période d'incarcération. Il s'agit environ de 50 à 60 € par mois et par enfant. Voilà, verdict aujourd'hui en cabinet ministériel. Merci beaucoup Maurice. Avant de se quitter pour un nouveau journal, un peu de sport avec ces images de rugby. Deuxième match de poule de la Coupe du Monde pour le 15 de France hier qui a affronté la Roumanie au Stade Olympique de Londres. Alors l'adversaire étant considéré comme l'un des plus faibles du groupe, la France a raflé un triste succès, 38-11. Une performance qui n'augure pas vraiment de lendemain heureux en Coupe du Monde. 4 jours après son succès contre l'Italie, 32-10, le 15 de France n'a pas entretenu l'élan initial dans la compétition. Voilà, déception hier donc pour le 15 de France. On va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, le top modèle israélien Bar Rafaeli se fera passer la bague au doigt ce soir, un mariage qui a beaucoup préoccupé les Israéliens ces dernières semaines et a créé le scandale autour de la fermeture de l'espace aérien du lieu de réception. Le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. Sur ce plateau du Morning, merci d'être avec nous. On poursuit par ces images plutôt inhabituelles. En Israël, un jour par an, le pays s'immobilise pour la fête de Kippour. Pas de voitures dans les rues, pas de commerce ouvert. Reportage à Tel Aviv, Benjamin Le Souef. Les derniers stands remballent leurs affaires, les dernières provisions sont achetées et les échoppes ferment les unes après les autres. Il n'y a pas de temps à perdre. Dans quelques heures, la ville blanche fêtera Kippour, le jour le plus saint du calendrier hébraïque. Que l'on soit religieux ou non, la fête est célébrée par l'ensemble de la communauté juive. Eyal et Agar vivent à Tel Aviv. Comme chaque année, ils se sont réunis avec leurs amis. Certains parmi eux vont jeûner, comme le recommande la tradition, d'autres pas. Ici, comme dans bien d'autres foyers, on s'accommode des rites à sa façon. Je jeûne, non pas d'un point de vue religieux, mais c'est juste une opportunité de nettoyer pendant une journée le corps. Parfois je le fais, parfois non, mais ça arrive. C'est plus par tradition que par religion. Et la tradition, c'est chouette, donc pourquoi pas? Pour moi, c'est ce qu'a laissé la religion, la tradition. Et si c'est sympa, vous le prenez. Vous décidez de ce que vous prenez, de différentes religions d'ailleurs.
La fin du repas laisse chaque année place à une ville morte. Personne ne travaille, si ce n'est les services de santé et de sécurité. Les médias ont interrompu leur diffusion. La circulation est inexistante. Les grandes artères habituellement si fréquentées sont désertes. Tel Aviv est comme embourbé dans un calme exceptionnel. Je viens à la plage et je n'entends jamais les vagues. Donc pour moi, Kippour est essentiellement le jour où j'entends les vagues. Si beaucoup préfèrent rester chez eux, se reposer durant le jeûne, c'est aussi l'occasion pour les piétons et les cyclistes de se réapproprier les routes et les autoroutes délaissées. Une pratique qui relève là encore de la tradition. C'est le seul jour de l'année où les enfants pourront aller et venir librement sur leurs 2 roues. Un incroyable terrain de jeu à grande échelle. Mais l'amusement sera de courte durée. Quelques secondes après le coucher du soleil, les premières voitures sonnent la fin de la récré. Le chaos de la ville reprend ses droits. Le top modèle israélien Bar Raphaeli se fera passer la bague au doigt ce soir. Un mariage qui a beaucoup préoccupé les Israéliens ces dernières semaines et crée le scandale autour de la fermeture de l'espace aérien du lieu de réception. Rudy, vous enfiliez votre casquette de chroniqueur People ce matin. Oui, ça arrive de temps en temps. Alors, elle a 30 ans tout juste, elle a des grands yeux bleus et elle a surtout un compte Instagram extrêmement bien fourni. Alors évidemment, quand elle se marie, Bar Raphaeli, eh bien c'est un peu tout le pays qui s'invite à la cérémonie. Une cérémonie qui aura lieu cet après-midi au beau milieu d'une forêt du nord du pays à Carmel, dans un luxueux hôtel spa. Alors depuis l'annonce du mariage, le pays vit littéralement au rythme des préparatifs savamment relayés sur le compte Instagram de la star. On a eu droit à l'enterrement de vie de jeune fille en toute simplicité, on va le voir, avec 4 de ses meilleurs amis aux Maldives, voilà, tout simplement, mais aussi au moment de recueillement pré-mariage au mur des lamentations, le tout entre 2 séances d'acupuncture, comme on va aussi le voir. Voilà, on voit le Bride to Be, un enterrement de vie de jeune fille très classe. Mais alors, vous l'avez dit Barbara, cet événement a amené aussi son lot de polémiques parce qu'elle voulait filmer l'événement avec un système audiovisuel, on va dire, assez simple, 5 drones équipés de caméras plus 2 hélicoptères. Elle avait donc demandé à l'aviation civile d'interdire tout vol au-dessus du lieu du mariage entre 15 et 23 heures aujourd'hui. Une autorisation qui, dans un premier temps, lui a été accordée, puis annulée par le ministre des Transports israélien Israël Katz lui-même, qui a mis aussi en garde les responsables du transport aérien. En clair, si le responsable du transport aérien qui avait donné cette autorisation cède aux caprices de la belle, eh bien il sera tout simplement viré. C'est donc au nom de l'égalité entre les citoyens que le ministre est intervenu. Et en fait, en réalité, derrière ce caprice de la star, il y a une autre idée, celle de conserver pour elle les images de ce mariage, de ne pas se les faire voler, car on imagine bien qu'elle souhaite les vendre à un magazine People dans les jours qui viennent. Et donc son entourage craint en fait que des paparazzis ou même des particuliers envoient eux-mêmes leur propre drone. Absolument. Pour voler quelques clichés de ce mariage. Ouais, ce qui serait une énorme perte financière sûrement. Voilà, on l'imagine. Si on revient un petit peu en arrière, quelle est la relation entre l'opinion publique, entre les Israéliens et ce top modèle israélien à la carrière internationale? C'est un peu je t'aime moi non plus. Alors en Israël, de son côté ultra glamour, agace un petit peu, mais elle est adepte de ce qu'on appelle le self-branding, c'est-à-dire se mettre constamment, mettre sa vie privée constamment en avant sur les réseaux sociaux. Et puis elle n'en est pas surtout à sa première polémique. En 2010, un général avait appelé la population à boycotter les produits dont elle faisait la promo parce qu'elle avait refusé de faire ses 2 ans d'armée obligatoire. Mais malgré cela, elle reste quand même la coqueluche des Israéliens pour la simple et bonne raison que c'est l'une des rares personnalités qui fait une carrière internationale en Israël et qui a vraiment porté l'image d'Israël dans le monde avant de rentrer au Barcaï pour y animer ces derniers temps des shows télé dans son pays. Et puis parler de Bar Raphaeli dans la presse internationale, c'est aussi pour une fois parler d'Israël dans un autre contexte que celui du conflit. Donc même si ce mariage fait grincer des dents, une grande majorité d'Israéliens sont ravis pour elle et donc sont milliardaires de mari. Donc on les félicite. Voilà, toutes nos félicitations à Bar Raphaeli qui se marie donc aujourd'hui. Merci Rudy. Direction New York, où les danseuses du Moulin Rouge présentent en ce moment leur nouveau spectacle, Un goût de Moulin Rouge, aux États-Unis. Et c'est la première fois que la célèbre troupe se produit dans la grosse pomme. Regardez. C'est une première en 126 ans d'existence. La troupe du Moulin Rouge pose ses valises à New York. Elle se produit en plein air à Times Square ce week-end. Au menu French cancan, plumes, strass et paillettes, le spectacle sera même suivi d'un défilé de costumes.
Les 16 danseuses qui restent une semaine aux États-Unis comptent bien conquérir le public américain. Je suis sûre qu'ils vont adorer le spectacle. Ça représente vraiment la culture française et je pense que les Américains sont très très heureux de découvrir et d'avoir la chance de pouvoir voir un petit sneak peek du spectacle qui se joue à Paris tous les soirs. Derrière le spectacle, la troupe se veut aussi ambassadrice de la culture française à l'étranger. Elle participe à un salon sur la France aux côtés de plus de 150 exposants. C'est très très excitant. C'est la première fois que le Moulin Rouge vient à New York. Il vient pour le salon Best of France et il vient promouvoir la culture française et l'excellence du cabaret français, l'excellence du Moulin Rouge. Nul doute que les danseuses du cabaret parisien seront surprendre. Depuis 2010, elles détiennent le record mondial du plus grand nombre de ronds de jambes avec 720 levés en 30 secondes. Ce souci du quotidien présent, si agaçant parfois, ces chansons qui nous restent dans la tête. Et oui, ça nous arrive tous. Alors pourquoi s'accrochent-elles à nous? Certaines personnes représentent-elles des proies plus faciles? Certaines chansons sont-elles plus dangereuses que d'autres? Betsabé, vous avez toutes les réponses. Alors personne n'aime être prisonnier d'un refrain. Pourtant, il n'y a que trop d'occasions de laisser ces notes s'accrocher à notre cerveau, comme la sonnerie du portable de votre collègue ou voisin de bus, aux notes de Magnum, par exemple. Alors vous avez aussi vous avez aussi la chanson qui est passée à la radio ce matin, Kylie Minogue. Non? Bon, on va le chanter. Ou alors encore quelques notes entendues au coin d'un rayon de supermarché ou sur fond d'une pub. Pire que tout, le dessin animé de votre jeunesse auquel une copine a fait allusion brièvement. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. Amour et bonheur. Rudy qui bat déjà l'index en rythme sur la musique. Elle s'accroche. Elle s'accroche au point que le soir, vous surprenez encore à siffloter le même air. Pas forcément le plus tendance. En plus, au grand bonheur de votre coloc, de votre partenaire, de vos enfants, voire le lendemain matin, au bonheur de vos collègues au bureau. Alors, maigre consolation. Mais quand même, sachez que vous n'êtes pas seul. Et oui, ce phénomène concerne 90% d'entre nous. Et plus vous écoutez de la musique, plus vous avez des chances d'être pris au piège. Alors, est-ce que vous avez des explications scientifiques à ce phénomène? Pourquoi certaines chansons nous restent plus dans la tête que d'autres? Alors, certains scientifiques apparemment victimes de ce phénomène se sont penchés dessus. Une étude est parue dans Consciousness and Cognition qui explique d'où vient cette manifestation. Alors, pardonnez-moi, mais il est possible qu'en fait, vous aimiez cette chanson qui vous colle à la peau. Si vraiment vous ne l'aimez pas, alors elle s'est peut-être agrippée à vous parce qu'on en a parlé, vous l'aviez entendu souvent et que sa simple évocation vous fait chantonner à nouveau. Et ensuite, il y aurait un lien scientifique en fonction de la situation, de la location de votre matière grise. Ensuite, autre paramètre, eh bien, votre concentration alors que vous entendez cette musique. Par exemple, si vous êtes au travail, plus vous êtes absorbé par quelque chose de précis, moins vous avez de chances d'être victime de ces notes obsédantes. Bref, plus vous m'avez écouté, moins vous avez de chances de chantonner la lambada jusqu'à votre dodo ce soir. Alors je suis sympa, je vais vous sauver de la lambada avec une autre chanson, une des chansons qui serait parmi les plus collantes. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can
Ah, c'est horrible, c'est un supplice là ce que vous Exactement. faites. Alors un tip pour la fin, la seule façon d'échapper à ce mal de la chanson, c'est selon les spécialistes, quelques minutes quotidiennes de méditation en silence. On essaiera de le faire, merci beaucoup. Je vous aime pas aujourd'hui, Betsabé. Allez, de la musique, toujours d'un autre genre. Il s'appelle Corey Harris. Pour ceux qui ne connaissent pas, le blues, c'est la grande figure incontournable. Martin Scorsese l'a filmé pour la série Blues, sortie en 2003. Son portrait, signé Daniel Campos et Sandy Fortis. He embodies and transcends tradition. His voice may sound as if it belongs to a different century. Haunted by ghosts from ancient crossroads and cotton fields, he has carved out his own niche of acoustic blues. Born in Denver, Colorado in 1969, Corey Harris began his career as a New Orleans street singer, traveling throughout the southern U.S. Voilà, on s'excuse pour la langue de ce reportage qui n'était pas la bonne. Un reportage en anglais, voilà, télévision en 3 chaînes, ça arrive. On va passer à autre chose avant de nous quitter. Ces images, première édition du festival de la Mer Morte en Israël, l'occasion de rassembler des mélomanes en tout genre et de faire passer un message de paix en filigrane. Océane Nicole. Écouter de la musique en plein air devant un paysage à couper le souffle, c'était le pari de la première édition de Dead Sea Live Night. L'événement a été créé par l'organisme du 16 mai, au programme des concerts, de la danse et de la poésie, des chansons anciennes et plus modernes, un pari osé qui a demandé une organisation toute particulière. Il n'a pas été facile de planifier l'événement pour diverses raisons. D'abord, la situation autour de nous fait qu'on se demandait si les gens allaient venir à un concert de ce genre. Mais nous avons décidé qu'au contraire, à cause de ces difficultés, nous devrions être unis ensemble, être rassemblés et écouter de la musique qui parle de l'amour et de la paix. C'est ce qui rend nos pays spéciaux. Délivrer un message positif par le biais de la musique, c'est donc une réussite pour les organisateurs. Ce week-end, ils étaient des centaines à s'être déplacés. L'art, c'est ce qui fait les gens, c'est ce qui les élève. L'art élève leurs pensées, leurs sentiments et leur montre comment faire preuve d'empathie avec les autres. Voilà ce que donne aux gens le goût artistique, l'art contemporain et la bonne musique. La musique apaise l'esprit et l'âme et donne aux gens un avant-goût de quelque chose de beau à la lumière de toutes les difficultés que nous voyons autour de nous. Une première édition qui s'est avérée concluante. Les organisateurs comptent bien réitérer l'expérience l'année prochaine. C'est joli la Mer Morte. Ouais. Vous voulez y aller bientôt? Moi je veux bien, il y a des prix, il y a des Airbnb. C'est un très beau cadre, surtout pour l'opéra qui est joué chaque année à la Mer Morte. Et c'est un des cadres les plus incroyables du monde pour y voir un spectacle. Voilà, couper le souffle, le décor. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu avec Eleonore Veil. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Portez-vous bien.